1870. 1870, c'est l'année terrible, hein, comme a dit Victor Hugo. C'est la guerre franco-prussienne. Alors, j'emploierai le terme Prusse, hein, mais en fait, c'est une coalition de la Prusse et d'États allemands qui entra en guerre avec la France. Alors, pour bien comprendre tout ceci, il faut donner quelques explications historiques, parce que cette guerre de 1870, aujourd'hui, c'est une guerre oubliée. Plus personne ne sait ce que c'est. Vous en parlez en France, les gens ne savent pas, hein, puisque c'était une défaite cuisante. Donc, il faut remonter à 1868 pour en comprendre les fondements. Tout débute au moment de la Révolution en Espagne. Il y a une révolution qui renverse Isabelle II, qui est sur le trône d'Espagne. Isabelle II est obligée de quitter le royaume et part en exil en France. Et puis, le système espagnol est ainsi fait qu'on fait, comme on dit aujourd'hui, hein, on fait un appel à candidature pour trouver un nouveau monarque. Un appel à candidature. Donc, il y a des gens originaires de familles princières d'Irlande, d'Angleterre, d'Italie, hein, qui postulent pour le trône d'Espagne, étant entendu que la désignation se fera par un vote des Cortés. Et puis il y a surtout Léopold de Hohenzollern, qui est le cousin de Guillaume Ier de Prusse, qui fait acte de candidature. Et ça, Napoléon III ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter tout simplement parce que la France se retrouverait prise en étau par d'un côté une Prusse impérialiste, hein, qui souhaite réaliser l'unité allemande avec un chancelier de fer qui est Bismarck, hein, c'est l'objectif premier, et puis une monarchie espagnole, mais avec un prince qui vient de la même famille. Donc Napoléon III ne l'accepte pas. Et il y a toute une négociation donc, qui se fait. Dans un premier temps, Guillaume Ier de Prusse refuse de retirer cette candidature et puis finalement l'accepte. Mais les Français en veulent plus. Napoléon III veut que ce soit une renonciation définitive. Donc il envoie l'ambassadeur de France à Berlin voir Guillaume Ier de Prusse pour lui demander de renoncer définitivement à la candidature de... Sans quoi Guillaume le refuse, en disant, écoutez, déjà dans un esprit de compromis, j'ai accepté de retirer la candidature de Léopold, maintenant vous venez me demander d'aller au-delà, c'est pas conforme aux procédures diplomatiques, voilà. Donc l'ambassadeur de France quitte Guillaume Ier, et puis regagne la France pour informer Napoléon III. Guillaume Ier informe de son côté Bismarck de la rencontre qu'il a eue avec l'ambassadeur de France. Et Bismarck commet une dépêche, la fameuse dépêche d'Ems, où il ne traduit pas la vérité de ce qui s'est dit dans cet entretien. En fait, il dit en gros que la France avait trop d'exigences et puis que finalement Guillaume Ier, c'est pas écrit comme ça, mais c'est tout il a mis à la porte l'ambassadeur de France. Voilà. Donc quand cette dépêche d'Ems arrive en France, elle fait scandale. C'est une provocation de la Prusse, etc. Donc on va pas accepter tout ceci. Il y a toute une série de va-t-en-guerre qui entourent l'empereur. Pourquoi? Parce que Napoléon III est très malade. Il est très malade, il a des calculs à la vessie, il ne peut plus tenir à cheval, hein, et puis il ne veut pas de guerre. Mais par contre, Eugénie, son épouse, et puis une partie de l'état-major français poussent à la guerre, parce que ce sera bien entendu une victoire française, et on va pouvoir fédérer derrière cette victoire le peuple de France, pour assurer la succession dans l'Empire de Napoléon III. Donc, il faut une bonne guerre contre la Prusse, et puis on va régler le sort de la succession de Napoléon III. Donc les choses s'enveniment, et finalement Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Pour Bismarck, le chancelier allemand, c'est extraordinaire, puisque c'est la France qui est l'agresseur. Donc Bismarck arrive à convaincre les autres États allemands qu'on va faire une coalition, hein, contre la France, hein,
dirigée bien entendu par la Prusse. Donc les troupes françaises, donc je vous ai fait cette carte-là. On ne va pas rentrer dans le détail hein, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu deux phases dans cette guerre franco-prussienne. La première phase menée par Napoléon III, puis ensuite par Bazaine, parce que Napoléon III n'est plus en capacité de la mener, c'est la guerre de l'Empire. Et puis à partir du mois de septembre 1870, c'est la guerre de la défense nationale de la République. Donc tout se passe très mal pour les Français. Les Français sont inférieurs en nombre. Au tout début de la guerre, ils mettent en ligne à peu près 200 à 250 000 hommes. En phase 2, il y a 500 000 Prussiens, Badois, Württemberg, etc., etc. Donc, supériorité numérique des Allemands. Les Allemands sont mieux équipés. Et notamment, ils ont une artillerie, ils ont des canons, une artillerie lourde que la France n'a pas. Et puis, dernière chose, l'état-major allemand est compétent. Ils sortent d'une guerre gagnée contre l'Autriche. La France, ça a été le désastre de l'expédition au Mexique, etc. Les maréchaux sont imbus de leur personne, ils sont jaloux entre eux. Le commandement français est vraiment n'est pas à la hauteur. Donc tout se passe très mal. La guerre est déclarée, comme je vous l'ai dit, le 18 juillet. Le début septembre, Napoléon III est encerclé à Sedan et capitule. À Paris, il y a une insurrection et la République est déclarée le 4 septembre. Et on met immédiatement en place un gouvernement de défense nationale pour reconquérir les territoires perdus. Du côté des combats, ça se passe mal également puisque Bazaine est encerclé dans la forteresse de Metz avec 150 000 hommes. Et il capitule quasiment sans combat en livrant la citadelle aux Prussiens. C'était au mois d'octobre. Alors il y a un homme qui essaye d'organiser la défense de la République, c'est Gambetta. Et Gambetta quitte Paris en montgolfière, hein, et puis va organiser l'armée de la République. Alors il fait ce qu'il peut, le pauvre Gambetta. Il arrive tout de même à mobiliser 600 000 hommes, mais c'est une armée qui est faite de briques et de brocs, bien évidemment. De jeunes qui sont patriotes, mais qui n'ont pas formé militairement, qui sont très très mal équipés. Alors on essaye de constituer une armée avec des anciens qui encadrent des plus jeunes. Du temps de Napoléon Ier, on appelait ça les Marie-Louise. Qu'est-ce qui se passe à partir du mois après le mois d'octobre, donc de la prise de Metz? Le gouvernement demande à Bourbaki, le général Bourbaki, qui était l'un des généraux de l'Empire, je dis bien les plus prestigieux, de constituer une nouvelle armée, c'est l'armée de l'Est, à Bourges, au milieu de la France, à Bourges, vous savez, et Bourbaki met en ligne à peu près 150 000 hommes, qui sont rassemblés dès le mois de décembre 1870. Et le gouvernement donne à Bourbaki un double objectif. Le premier, c'est de remonter dans l'Est pour casser le siège de Belfort, puisqu'il y a une garnison française qui est assiégée à Belfort, la garnison commandée par Ferrero-Rocher, et puis après, de poursuivre l'offensive pour remonter dans la plaine d'Alsace, pour couper les lignes de communication de l'armée allemande. Donc vous voyez que pour une armée de 140 000 hommes, certes importante, mais mal formée, c'est assez compliqué. Donc les troupes montent au combat et les premiers contacts avec les Prussiens sont favorables puisque Bourbaki gagne la première bataille à Villers-Sexel. Mais en fait c'est un leurre puisque cette victoire française correspond plutôt à un repli stratégique de Werder qui commande les Allemands, hein, et qui souhaite organiser une ligne de défense juste avant Belfort, sur la Lisenne, c'est une petite rivière, de manière à attendre les Français.
Et Bourbaki ne pousse pas son avantage, et après la victoire de Villers-Sexel, arrête ses troupes. Alors c'est vrai qu'elles sont épuisées, elles ont beaucoup marché, il fait un temps exécrable, il neige, mais Werder sait qu'une autre armée allemande est en train de contourner l'armée française par l'ouest, avec pour objectif de l'encercler. C'est l'armée de Manteuffel. Donc Bourbaki, qui est mis au courant de cette situation, au lieu de poursuivre l'offensive, eh bien, arrive jusqu'à la ligne, à la Lisenne, et les troupes françaises sont battues. Et Bourbaki donne l'ordre de retraite. On dit que Bourbaki était dépressif. Et Bourbaki se suicide, du moins essaye de se suicider. Il se tire une balle dans la tête. Mais bon, un général qui se tire une balle dans la tête et puis qui reste vivant, c'est quand même un peu surprenant, hein. La balle lui frôle, semble-t-il, le crâne. En fait, Bourbaki ne veut pas assumer la responsabilité de la capitulation. Donc ce geste-là fait qu'il sera remplacé à la tête de l'armée de l'Est par le général Clinchamp. Et c'est Clinchamp, en fait, qui va organiser toute la phase de retraite, y compris qui va négocier le passage des troupes françaises en Suisse, aux Verrières. Puisque l'étau s'étant resserré, eh bien, l'armée de l'Est est quasiment encerclée. Il y a à peu près 10 000 hommes qui, par les crêtes du Jura, échappent à l'encerclement. C'est commandé par des cavaliers commandés par le général Kremer, mais tous les autres sont pris dans la nasse. Alors, on est dans cette situation-là. Nous sommes au mois de janvier 1871. Comme je vous l'ai dit, il fait un temps exécrable. C'est la retraite de l'armée de l'Est. Et cette retraite se fait en direction de Pontarlier, où le gros des troupes est rassemblé. Clinchamp prend le commandement le 28 janvier 1871. Le 28 janvier, Jules Favre, qui est ministre français des Affaires étrangères, négocie l'armistice avec les Allemands, puisque les troupes françaises sont aux abois, Paris est assiégé. Il négocie l'armistice, et l'armistice est signé. Mais Bismarck a rajouté une clause qui sort de l'armistice toute la zone de combat de l'armée de l'Est. Clinchamp n'est pas informé de tout ceci et donne l'ordre aux troupes d'arrêter le combat. Les Allemands poursuivent leur avantage, bien évidemment, ce que Clinchamp ne comprend pas, et il envoie des émissaires auprès des Allemands qui lui apprennent que l'armistice ne le concerne pas. Donc c'est quand même assez incroyable. Il se retourne vers le gouvernement, vers Gambetta, qui lui dit bah, effectivement, il y avait cette clause dans cet armistice, vous n'en avez pas été informé. Donc Gambetta donne l'ordre à Clinchamp eh bien, de faire le mieux possible, en toute indépendance, en fonction de l'évolution de la situation militaire. Donc c'est là que Clinchamp essaye de prendre contact avec les Suisses, avec le général Herzog, hein, il envoie des émissaires. Les Suisses également, le général Herzog qui commande l'armée suisse, envoie un lieutenant-colonel qui va sonder les Français, qui arrive à Pontarlier, qui voit l'armée française dans un état de désagrégation très avancé, et qui voit les Prussiens qui eux, sont organisés et qui sont prêts à en découdre. Hein. Et il obtient des Prussiens un renseignement essentiel. Si les Français venaient à passer en Suisse, est-ce que vous allez les poursuivre? Les Prussiens répondent, les officiers prussiens répondent non, s'ils déposent les armes. S'ils déposent les armes. Donc, Clinchamp envoie lieutenant-colonel Cheval rencontrer le général Herzog, qui est aux Verrières en Suisse, qui est venu au plus près des combats parce qu'il essaye de prendre des dispositions pour que l'armée suisse essaye autant que faire se peut de préserver la neutralité du pays. Mais il est évident que si les Français arrivaient avec les Prussiens à leur trousse, l'armée suisse ne pourrait pas résister. Donc, on négocie, et puis, dans la nuit du 31 au 1er février 1871, une convention d'internement
est signée, elle a été dictée par le général Herzog, qui autorise donc les 88 000 Français à rentrer en Suisse. On avait annoncé Herzog 40 000, ils sont 88 000, hein, sous réserve bien entendu qu'ils déposent les armes. Et c'est le spectacle qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est le petit film qu'on a vu tout à l'heure.